Alors, je suis Nathanaël Karmitz, je suis président du directoire du groupe MK2 depuis maintenant près de 15 ans. Et le groupe MK2 fait à la fois ce pourquoi on le connaît à Paris, qui sont les salles de cinéma, pas que à Paris, puisqu'on a aussi la moitié de notre activité en Espagne. On a près de 11 salles en Espagne. On représente aussi un grand catalogue de droits, qui est un bout de l'histoire du cinéma mondial, avec près de 800 films. Chaplin, Truffaut, Kieslowski, Chabrol, Xavier Dolan, entre autres. Et on a une agence de communication qui s'appelle MK2+, qui fait des grands événements pour ceux que les Parisiens connaissent, Cinéma Paradiso par exemple, au Grand Palais ou au Louvre. Et dans la même veine de Cinéma Paradiso par exemple, très dernièrement, on a ouvert un hôtel, l'hôtel Paradiso, qui est Place de la Nation. Quand on fabrique un film, en fait, il y a plusieurs étapes et plusieurs intervenants. C'est beaucoup de gens qui interviennent en réalité sur un film. Il y a d'abord effectivement le réalisateur, ceux qui écrivent et ceux qui fabriquent le film, généralement avec un producteur dont le rôle est à la fois d'accompagner artistiquement le projet et de le financer. Et après, il y a deux typologie de distributeur. Il y a ce qu'on entend par le mot distributeur, c'est celui qui va être, par exemple sur un territoire comme la France, qui va être l'intermédiaire entre le film et les spectateurs. C'est celui qui va faire le marketing du film, qui va concevoir les affiches, qui va embaucher les attachés de presse, qui va faire parler du film, qui va décider de sa date de sortie et qui va placer le film dans les salles dans une première étape, et qui après va accompagner la vie du film en l'éditant ou en trouvant les éditeurs DVD, puis après en le vendant aux télévisions. Après, il y a, nous, ce qu'on fait, un peu plus spécifiquement, qui est la distribution internationale, ou vendeur international. Et là, c'est à peu près la même chose, mais c'est le job entre le producteur et les autres distributeurs partout dans le monde. Donc on va travailler pour Xavier Dolan, qu'on va présenter au Festival de Cannes, et après notre métier va être de le vendre à chacun des distributeurs dans chacun des territoires. Donc ça peut être des distributeurs, ce qu'on appelle tout droit, où ça va être la salle, le DVD, la télévision, les plateformes pour un territoire et pour une durée. Et donc c'est l'intermédiaire entre le producteur et les distributeurs qui eux-mêmes vont amener après le film jusqu'à leurs spectateurs finaux. Il faut bien voir qu'en France, on est très privilégié, puisqu'en fait, on est le pays au monde où on a le plus de salles de cinéma par habitant. À Paris, c'est la capitale mondiale du cinéma, c'est l'endroit où on a le plus de cinéma par habitant et où il y a le plus de films au monde qui sortent. L'autre caractéristique très française, c'est que le cinéma américain n'est pas complètement dominant. Il y a 40% à peu près de part de marché pour le cinéma français, et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a 10 à 15% de cinéma autre, donc de cinématographie du monde entier. On a un pays aussi où on a beaucoup développé la version originale, et donc là, c'est chacun des pays a ses propres spécificités sur la capacité d'avoir des salles de cinéma, de regarder des films différents, en version originale, etc. Et donc, en fait, c'est pas tellement une question de marché ou pas, c'est est-ce que les pays, notamment sur le cinéma d'auteur, ont une culture, ont des réseaux de distribution. Donc il peut se passer que, et là c'est très variable, et le monde change aussi assez rapidement. Donc il y a des endroits, je vous ai pris l'exemple du Botswana parce qu'on a fait notre premier accord avec une diffusion télé au Botswana pour la première fois il y a 3 mois. Mais évidemment c'était des territoires qui achetaient normalement jamais de droits, en plus de films de patrimoine ou de cinéma international ou d'auteur. Donc après les États-Unis par exemple était un territoire, pour prendre l'un des plus grands, qui en fait n'était absolument pas intéressé par le cinéma international. On voit que ça a changé parce que Parasite a gagné des Oscars et qu'il y a d'un coup une envie de cinéma mondial et de cinéma international parce qu'il y a des nouveaux réseaux de salles qui ont ouvert, il y a des plateformes de SVOD qui ont ouvert, qui essaient de se différencier grâce à ce cinéma-là. Donc il y a d'un coup un marché qui s'est recréé avec un attrait pour ces typologies de cinéma. Après, à contrario, il y a des territoires qui ont toujours été fascinés par le cinéma français, par exemple. Je vais vous prendre l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, c'était un de nos plus grands territoires d'exploitation pour les comédies françaises. Mais avec le temps, ça s'émousse un peu et le cinéma américain a pris une plus grande partie et le cinéma allemand est redevenu un peu plus fort. Dans l'autre sens, l'Amérique du Sud a toujours été un grand territoire pour les auteurs. Par exemple, je vais vous prendre Abbas Kiarostami, un de ses premiers territoires d'exportation après la France et quelques territoires asiatiques, ça a toujours été le Brésil. Mais pareil, le Brésil de Bolsonaro, c'est de moins en moins c'est de moins en moins d'ouverture, et donc ça se ressent à chaque fois dans le cinéma. Ou pour un exemple plus proche de nous, il y a le cinéma italien, il y avait le grand cinéma italien qui était à peu près l'équivalent du cinéma français dans sa capacité à faire, et puis il y avait beaucoup de coproductions franco-italiennes, mais à un moment, l'arrivée de Berlusconi et des télévisions privées en Italie
ont globalement détruit ce cinéma parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, pas de diffuseur, donc pas d'argent, et petit à petit l'intérêt s'émousse. Ça commence en 1974, place de la Bastille, avec l'ouverture à l'époque un 1er mai de 14 juillet Bastille. Donc déjà ça raconte un peu l'histoire de la maison, avec l'idée que le quartier de la Bastille tel qu'on le connaît aujourd'hui n'était pas du tout celui-là à l'époque. C'était un quartier de l'Est parisien, pas très bien famé. En gros, il y avait 2-3 salles de cinéma qui globalement passaient des films de karaté et des films porno. Et là, en arrivant en 74, mon père a ouvert une salle contre-révolutionnaire, ou en tout cas vraiment d'arrêt d'essai, avec 3 salles, une librairie, beaucoup d'animation et des films en version originale. Ça paraît tout à fait normal aujourd'hui puisque la grande majorité de Paris est en version originale, mais à l'époque, c'est la première fois que la version originale sortait du quartier latin, où le quartier latin était l'épicentre mondial d'un type de cinéma et de la version originale. Et ça a commencé en passant des films qui en gros étaient les films dont personne ne voulait. Donc ça a ouvert avec un cycle sur des films révolutionnaires boliviens. C'était tous les grands débats de l'époque sur l'antipsychiatrie, Fassbinder, etc., qui en fait n'étaient pas des cinémas évidents et mainstream. Ça s'est développé comme ça, toujours avec cette idée d'aller dans des quartiers, du coup globalement plutôt à l'est parisien, où personne voulait vraiment aller. C'est pareil, c'est aujourd'hui, si je vous dis MK2 Bibliothèque, ça paraît évident pour tout le monde. À l'époque, en 97, quand on achète le terrain pour construire la MK2 Bibliothèque, tout le monde nous dit qu'on est complètement dingue. La moitié de notre conseil d'administration démissionne en nous expliquant que ça marchera jamais. C'était vrai pour les quais de Seine, c'était vrai pour le Nation, etc. Donc ça a toujours été cette idée-là d'aller dans des quartiers dont le moteur et la lumière allaient venir du cinéma et allaient enclencher la modification et la transformation des quartiers. Et tout ça en amenant toujours un niveau d'exigence dans la programmation et dans ce qu'on proposait à ces quartiers de manière assez importante. Je peux vous prendre un autre exemple, c'est toujours en 97, on a racheté les salles du Gambetta et Nation, donc aujourd'hui MK2 Gambetta et MK2 Nation, qui étaient des salles qui passaient 100% de films américains en version doublée. Quelques années après, c'est des salles purement de quartier qui passent des films du monde entier, que en version originale et qui sont proches de ce qu'on appelle le classement ARSC, donc qui font à la fois une programmation grand public mais aussi très exigeante et avec un vrai travail d'animation et de quartier. J'explique tout ça pour expliquer que MK2 est une société qui s'est en fait toujours construite un peu contre, en tout cas avec l'idée que on prenait les choses on allait dans les endroits où les autres ne voulaient pas aller, on prenait les films que les autres ne voulaient pas prendre. Une fois que ces premières salles ont été montées, mon père à l'époque s'aperçoit que la distribution est dominée par des grands réseaux, qui sont à l'époque GC ou Pathé, et qu'il y a beaucoup de films qui, du coup, par ce semi-monopole de distribution, ne trouvent pas de distribution en France. Donc, monte une société de distribution, ce qui amène à, par exemple, en 87, MK2 à être le premier distributeur français devant les Américains, avec 9 films à Cannes et plusieurs millions d'entrées sur cette année-là. C'était l'année de Au revoir les enfants, Bagdad Café, des films comme ça. Et du coup, dans l'activité des salles, ça donne aussi l'Espagne depuis 6 ans maintenant. On a racheté un réseau en faillite principalement en Andalousie, une des régions les plus pauvres d'Europe, avec que des cinémas dans des centres commerciaux qui passent des films en version doublée espagnole et globalement américain. Et petit à petit, avec le même travail, on arrive à changer tout ça. Et dernièrement, cette activité d'événements type Cinéma Paradiso, mais qui est aussi une activité de régie publicitaire et le lien entre les marques globalement et nos activités, qui sont en fait une source d'indépendance pour nous, puisque ça nous permet en fait de développer des ressources propres sans être dépendant exclusivement de la vente de pop-corn ou des entrées de salles de cinéma, ce qui en fait est une préservation de notre liberté éditoriale, puisque ça nous permet de dire non, ça nous permet de dire à Disney on veut pas de vos films, et pour pouvoir dire à Disney on veut pas de vos films, il faut pouvoir avoir ces autres ressources propres. Pour avoir une analyse très très simple de Disney, c'est que c'est devenu une plateforme comme une autre. En France, on le regarde avec la chronologie des médias, mais il faut le regarder ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, aujourd'hui, Disney arrive comme Netflix, comme Amazon et comme Apple, en disant on a fait une super production, on veut le sortir le jour même, mais ils arrivent avec la domination américaine qu'on leur connaît, le côté impérialiste américain, donc ils arrivent en disant vous allez continuer à travailler comme avant, donc aux mêmes conditions, mais maintenant vous allez vous plier à nos règles. Donc nous par exemple, c'est ce qui arrive en Espagne, mais maintenant on est capable de leur dire, vous êtes une plateforme comme une autre,
Donc vous avez des concurrents. Et par exemple, vous avez ces concurrents qui s'appellent Netflix, qui s'appellent Amazon, qui s'appellent Apple. Et eux, ils nous font d'autres conditions. Et leurs films, ben, finalement, ils sont peut-être pas plus mal que votre 27e Avenger. Donc on va plutôt travailler avec eux. Et puis vous allez réfléchir un peu et vous reviendrez. Donc juste pour dire que, en fait, ils rentrent dans un univers de concurrence où il y a d'autres concurrents. Et par ailleurs, ce qu'on oublie toujours, c'est que quand on parle des plateformes, la salle de cinéma est en croissance en fait depuis 10 ans. Il n'y a jamais eu autant d'entrées de box-office dans le monde. Il y a des territoires entiers comme la Chine qui se développent, etc. Donc c'est un marché de 50 milliards de dollars. Et des bouleversements dans le cinéma, il y en a toujours eu plein. Et la nature a horreur du vide. Donc si ce marché de 50 milliards de dollars intéresse plus Disney, il y a plein d'autres gens que ça va intéresser. Donc c'est le temps que ça se transforme, le temps qu'il y ait d'autres gens, le temps qu'il y ait d'autres créateurs et entreprises qui arrivent là-dedans. Mais le premier endroit où on crée de la valeur, où on crée l'imaginaire collectif, où on crée de la valeur à long terme, c'est la salle de cinéma. Vous vous souvenez à peine de Roma, vous vous souvenez à peine de ce qui passe directement sur les plateformes. Par contre, quelque chose qui est sorti en salle, qui a créé l'événement, qui a eu une palme d'or, etc. Et ben, 50 ans ou 100 ans après, Charlie Chaplin, vous vous en souvenez et c'est encore dans l'inconscient collectif. Les plateformes SVOD, on peut se raconter que c'est du cinéma, mais c'est pas du cinéma parce que il y a deux démarches très très différentes. Et je vais en finir avec ça, c'est que d'un côté, vous avez une démarche passive, l'algorithme, l'offre. On vous dit qu'est-ce que vous voulez voir et puis je vais vous gaver. Et le sujet, c'est comme la télé, de vous laisser le plus longtemps possible devant votre écran. Et après, il y a la démarche du cinéma c'est une industrie de prototype. On va vous proposer quelque chose et on va vous demander de faire une démarche active, sortir de chez vous, aller payer quelques euros, parfois quand il pleut et quand il vente. Donc, c'est pas du tout la même démarche. Et le fait d'avoir eu cette démarche-là, le fait d'avoir convaincu les gens d'avoir cette démarche-là, eh ben, c'est pas du tout pareil. C'est la même chose que d'écouter la radio ou d'aller au concert. C'est pas la même chose. Ça m'évoque rien de spécial. Ça m'évoque une stratégie mondialisée de ce qu'on a déjà connu, par exemple avec l'arrivée de Canal+. C'est que les plateformes de SVOD sont l'avatar mondialisé des plateformes de télévision payantes. Donc aujourd'hui, on a créé dans cette ère Internet des mastodontes mondiaux. Ils ont je crois que cette année, c'est 17 milliards de dollars de budget contenu, donc d'acquisition de films. Le cinéma, justement parce que c'est cet inconscient collectif, que c'est une valeur des choses et que obtenir un Oscar, c'est un peu comme gagner la Ligue des Champions, et ben c'est compliqué. Donc ils en ont besoin pour une part de leur image de marque. Ils ont embauché des très grands réalisateurs à qui ils ont donné carte blanche. Pour moi, la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas encore des très bons producteurs. C'est que Scorsese, il continue à faire des films trop longs quand il est produit par Netflix, que la carte blanche, c'est pas la meilleure manière de faire des bons films, que c'est justement une différence de démarche, et que, notamment, on peut constater une chose, c'est que il n'y a pas de talents qui ont éclos sur Netflix. L'éclosion des talents, elle ne se fait pas par ces plateformes qui récupèrent les talents, et donc, à plein d'égards, c'est très bien, mais ça n'est pas ni l'alpha ni l'oméga du cinéma. Pour moi, ça n'est pas du cinéma. C'est des téléfilms faits par des génies, mais de la même manière que Fellini ou Piala faisaient des films pour la télévision, on est dans la même situation aujourd'hui. La démarche de faire des œuvres différentes, de prototypes qui vont pousser les gens à sortir de chez eux, c'est pas le même métier, c'est pas la même chose, c'est pas la même exigence. Et donc, cette espèce de tendance aujourd'hui à vouloir dissocier le contenant et le contenu est en fait un problème fondamental auquel les gens réfléchissent pas beaucoup, mais par exemple, la motivation d'un film pour Netflix, c'est de vous faire abonner le mois prochain. Donc vous faites pas le film pour la même manière que si l'ambition, c'est de les faire sortir de chez eux et d'aller avoir une démarche active et payer pour quelque chose. Donc, je pense de Netflix plein de bien, je suis moi-même abonné, je trouve qu'ils font plein de trucs super et plein de trucs nuls. Déjà, on avait créé une plateforme de VOD tout au début de la VOD, mais là, on a surtout pendant ce confinement recréé une nouvelle plateforme qui s'appelle Enquête de Curiosity, qui est une plateforme de AVOD, donc c'est une plateforme de cinéma gratuit avec 5 films qui sont des films hyper intéressants, mais qui justement sont pas ceux qui passent sur les plateformes la plupart du temps. Ça va continuer pour la suite. On a lancé une nouvelle plateforme il y a quelques mois maintenant. Il y en a encore une nouvelle qui arrive à la réouverture des salles. Après, en tant que producteur ou détenteur de catalogue, on travaille aussi beaucoup avec les plateformes. On en a entendu parler pendant le confinement avec l'accord qu'on a fait avec Netflix, mais on travaille aussi avec Amazon, on travaille avec Salto, on travaille avec la Cinétech, on travaille avec Mubi beaucoup. Aucune défiance vis-à-vis des plateformes, ils font partie du paysage, c'est super. Après, il n'y a pas besoin non plus d'être d'admiration béate devant les plateformes. C'est un modèle, c'est une nouvelle manière de consommer. C'est pas la seule, et c'est ça qui fait la vie, c'est que justement, ça ne soit pas un modèle dominant qui vous enferme sur votre téléphone portable ou devant votre télé.